Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue pour les premiers arrivants. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. On va attendre un petit peu que les gens arrivent et continuent d'arriver et puis on démarrera. Vous êtes même en avance, 1 minute d'avance. Ce qui pourrait être sympa, c'est de proposer que dans le chat, les personnes puissent écrire ce qui les a intéressés sur le sujet, comment ils ont eu l'info et pourquoi ils se sont inscrits. Oui, En quelques mots, hein, pas forcément, mais ça pourrait être chouette d'avoir du coup ça dans le chat. oui, tout à fait. Comment j'ai eu l'info et ce qui m'a fait m'inscrire. Comme ça, on Tout complète. à fait. Alors, dans la réunion, normalement, vous avez un pavé de conversation avec une petite bulle ainsi que un espace questions et réponses aussi sur lequel vous pouvez écrire vos réponses et écrire vos questions qu'on pourra consulter au fur et à mesure, même si l'idée, c'est d'échanger aussi à bâton rompu, je dirais, donc de vive voix. Et si vous souhaitez mettre vos caméras, eh bien, libre à vous, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez les laisser éteintes. C'est comme vous le souhaitez. Bonjour Sarah. Bonjour. L'équipe centrale peut presque au complet. Bonjour Karen, bonjour Céline. Hop, attendez, Bonjour Alexandre. T'as de la chance, t'as les prénoms, moi j'ai que des initiales. Eh oui, dans la connexion, j'ai le nom entier, donc ça me permet de dire bonjour de manière individuelle. Bonjour à tout le monde. Du coup, on a des réponses. Bonjour à tous. Hop. Bonjour Laetitia. bonjour. Alors, Alexis a lancé le chat. Merci Alexis. Qui a... Je me fais plein de conversations en même temps. On est un peu dans le sujet. Donc Alexis nous dit que il a eu l'info via le lien qui a été envoyé via la newsletter qui a été envoyée par moi-même à Centrale et que l'intérêt pour le webinaire, c'est notamment d'avoir un enfant qui peut avoir des légers troubles de la concentration et de l'hyperactivité. Donc, sujet qui intéresse de manière peut-être un peu plus personnelle. Ça peut être le cas. Il peut y avoir d'autres cas aussi. N'hésitez pas dans la conversation. Donc, bon appétit, Alexis. Dans la conversation, vous pouvez indiquer comment vous avez eu l'info de ce webinaire et puis pourquoi vous vous êtes inscrit pour nous indiquer un petit peu sur quel plan ces sujets-là vous intéressent. Et c'est OK, bien sûr, ceux qui ne mettent pas leur caméra pour des raisons diverses et variées. Ça peut être aussi pour des raisons de bande passante, ce qui est tout à fait OK. Parfois, on entend mieux. Ce que j'expliquais au départ, je suis dans des locaux qui ne m'appartiennent pas. Et donc, j'espère que ma bande passante sera bonne, que je ne vais pas être trop coupée. Et sinon, j'essaierai autrement, mais a priori, ça devrait marcher. Il y a une autre personne qui est plutôt directement concernée par ces sujets avec un enfant aussi diagnostiqué et des personnes encore plus directement concernées puisque elles-mêmes diagnostiquées avec un trouble 10. Et pareil, il y a beaucoup d'enfants. Hein.
Oui, oui, et petits enfants deviendront grands. On va en parler. Exactement, oui, 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 tout à fait. Est-ce Avec que des, on démarre, Audrey? on peut démarrer, puis les Et personnes puis les jeunes prendront attraperont au vol, ouais, comme c'est exactement. enregistré. Ok. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Alors, c'est une grande première à Centrale d'organiser un webinaire sur l'initiative de Marine. Merci Marine pour cette initiative, puisque tu nous as suggéré de faire un webinaire sur ces sujets-là, qui sont des sujets dont on parle de plus en plus, dont tu es spécialiste, mais je vais te laisser te présenter. Pour faire court, au niveau du fonctionnement du webinaire, donc j'ai lancé l'enregistrement à partir du moment où vous avez commencé à arriver. Donc cet enregistrement, enfin ce webinaire sera disponible en replay. On le mettra en ligne sur notre chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube de Centrale. Il y aura également un article sur une page de Centrale pour que ceux qui n'auraient pas pu être là et qui seraient intéressés pour visionner ce webinaire. On va essayer de balayer ces sujets-là de manière assez générale et sans s'attacher à des cas particuliers. Hein, vous avez visiblement dans la conversation, on peut voir qu'il y a probablement beaucoup d'exemples individuels. On va essayer de rester très général et Marine proposera un temps d'échange plus individuel ultérieurement. Donc, ça pourrait être l'occasion pour vous d'aborder des points plus précis. Mais Marine, de la Pépinière des Talents, je te laisse te présenter. Oui, bah merci Audrey, merci Sarah aussi de m'accueillir. Du coup, la Pépinière des Talents, déjà, on est membre de Centralp, membre de l'association Centralp. On est basé à Moirans et on est physiquement dans les locaux du pôle formation de l'UIMM. Donc, on n'est pas loin de vous. L'association existe depuis 2018. En fait, on a créé cette association. Donc, moi, je suis fondatrice et aujourd'hui directrice de l'association. J'ai créé cette association avec un groupe voilà, d'autres bénévoles, d'autres personnes, parce que on a remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes adultes qui restaient sur le carreau parce qu'ils ne rentraient pas dans le moule de l'éducation nationale et qui, du coup, commençaient leur carrière avec peu ou pas de diplôme. Euh, et on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là, que d'accompagner ces jeunes adultes qui, de fait, étaient pour beaucoup neuroatypiques. Neuroatypiques, c'est des gens qui ne fonctionnent pas dans la norme, et je le précise bien, on ne parle pas de normalité, on parle bien de normes, qui ne fonctionnent pas dans la norme, qui fonctionnent de manière différente. Leur cerveau fonctionne autrement, et c'est pour ces personnes-là qu'on a jugé bon de créer une association pour leur venir en aide à l'orientation et à l'insertion professionnelle. Donc aujourd'hui, la Pépinière des Talents, on intervient sous forme de conférences, sous forme d'ateliers, sous forme de formation pour accompagner les personnes au profil neuroatypique à s'insérer durablement dans la vie professionnelle. Merci Marine. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Rentrons dans le vif du Alors, on peut sujet. parler de plein de trucs. Hein. Moi, je suis très neuroatypique, donc je peux te parler de plein de choses. Mais là, tout particulièrement, je vais te parler de troubles du neurodéveloppement. C'est une grande famille, les troubles du neurodéveloppement, mais ça va concerner particulièrement les troubles dys, donc la dyslexie, la dysorthographie, la dyspraxie, la dysgraphie, la dyscalculie, la dysphasie. Ça concerne aussi les troubles du spectre autistique, donc TSA. Et puis, ça concerne aussi le TDAH, trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Et ça va aussi concerner d'autres troubles, comme par exemple le trouble de la déficience intellectuelle. Mais ce ne sont pas des sujets sur lesquels, alors les autres troubles que je n'ai pas cités, ce ne sont pas des sujets sur lesquels on est particulièrement expert. Donc, je ne vais pas particulièrement les aborder, puisque l'expertise de la Pépinière des Talents, ce sont les TSA, les TDAH et le trouble 10. Ok. Donc, ça fait beaucoup de sujets quand même. Et l'idée, en fait, de ce webinaire, c'est qu'on peut tous être plus ou moins concernés, touchés par ces sujets-là. Qu'on ait qu'on ait été soi-même diagnostiqué ou qu'on pose des questions sur des éventuels troubles sans être forcément diagnostiqué, mais aussi peut-être, comme c'est le cas d'un certain nombre d'entre vous qui ont soit des amis, soit des proches, soit des enfants
qui ont été diagnostiqués, soit des fois parce qu'on va se poser des questions, parce qu'au quotidien, dans le travail ou dans la sphère privée, par exemple, eh ben, on s'interroge un petit peu, on ne sait pas forcément toujours comment réagir, on ne sait pas forcément trop de quoi on parle. Donc, le sujet de ce webinaire, eh bien, c'est l'idée d'aborder ces questions-là et que vous puissiez poser ces questions avec des réponses de la part de Marine notamment. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur ce que c'est, sur comment réagir, sur voilà, tout ce qui peut vous intéresser. Toutes les questions que vous vous posez, eh bien, on est là pour les aborder. Donc, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a envie de poser une question? Alors, en attendant la question, je vais quand même rajouter quelques données importantes. Les troubles du neurodéveloppement, déjà, ça touche 20% de la population. Donc, c'est déjà conséquent. Il y a en France, depuis 2023, une stratégie nationale TND au niveau du ministère, des ministères d'ailleurs, du coup, pour vraiment prendre en compte ces sujets-là, qui sont des sujets de société. Et il faut savoir que les neurosciences sont vraiment sur ces sujets-là depuis une dizaine d'années, 10-15 ans, on va dire. Mais c'est récent, c'est très récent d'aller réfléchir aux troubles du neurodéveloppement. Donc, c'est des sujets qui passionnent la recherche aujourd'hui et principalement les neurosciences. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis à l'INSERM, donc à Lyon, dans les locaux de l'INSERM et ceux du Centre de recherche en neurosciences, CRNL, parce que je travaille avec un groupe de chercheurs sur la constitution d'une exposition sur les troubles du neurodéveloppement. Et quand tu parles de 20% de la population, c'est 20% de la population qui est diagnostiquée ou ça englobe des personnes qui pourraient ne pas encore être diagnostiquées? Alors, je ne pense pas que, tu sais, c'est un peu comme dans les manifestations, tu as toujours le pourcentage selon la police et le pourcentage selon les organisateurs. Moi, je te dirais qu'il y a 20% de la population diagnostiquée, parce que ceux qui ne sont pas diagnostiqués, de fait, tu ne sais pas. Donc, tu ne peux pas les compter dans les 20%. Donc, c'est des personnes diagnostiquées. Effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants qu'on arrive à diagnostiquer, bien qu'on manque cruellement de professionnels pour poser ces diagnostics, puisqu'en fait, le diagnostic, il ne peut être posé que par un médecin ou par un neuropsychiatre. Donc, c'est un professionnel qui pose un diagnostic. Les tests peuvent être faits par des orthophonistes, peuvent être faits par d'autres praticiens, mais le diagnostic en lui-même, il est médical. Donc, moi, en tout cas, je ne m'amuserai pas à poser un diagnostic. Je ne suis pas un médecin. Par contre, on peut repérer, il y a des signes de repérage qui peuvent inviter au diagnostic. Et aujourd'hui, on manque quand même cruellement de personnes pour faire passer les tests. Donc, il y a souvent 2 ans, 2 ans et demi de retard ou d'attente pour pouvoir être reçu par une orthophoniste qui va poser un diagnostic. Souvent, les neuropsies sont un peu moins bookés, donc on peut avoir des places un peu plus rapidement, mais tout ça, c'est un coût. Bien sûr, au niveau du diagnostic. Mais aujourd'hui, il y a plus de diagnostics enfants. Il reste encore très peu de diagnostics adultes. La porte d'entrée du diagnostic adulte, elle est assez malheureuse. Elle est souvent à l'issue d'un burn-out. Puisque quand on fait un burn-out, on est amené à aller voir un neuropsy ou un psy qui va regarder le parcours de la personne et puis imaginer que dans ce parcours-là, qui peut être un peu chaotique, il peut y avoir un trouble du neurodéveloppement. Mais donc, nous, on fait beaucoup de sensibilisation pour justement éviter les situations extrêmes et donc sensibiliser avant parce que il faut mieux agir avant de rentrer dans une phase critique. Et est-ce qu'il peut y avoir des diagnostics adultes, on va dire je vois qu'il y a une question qui arrive, donc je vais arrêter. Je ne vais pas faire deux choses en même temps. Je vais finir ma phrase et je lirai la question ensuite. Est-ce qu'il peut y avoir en fait des diagnostics d'adultes qui proviennent finalement d'un diagnostic enfant? Exemple, j'ai mon enfant qui a des troubles, il est diagnostiqué, ça m'amène moi
moi-même à me poser des questions sur moi, puisque je peux reconnaître parfois certaines choses, et je fais la démarche de dire, bah, tiens, si moi aussi je me diagnostiquais. Alors, c'est hyper pertinent comme question, Audrey, parce que oui, tout à fait. En fait, les troubles du neurodéveloppement, il y a plusieurs causes, il y a plusieurs effets, de raisons d'avoir un trouble du neurodéveloppement. Donc, c'est pas une maladie, hein, c'est un trouble, donc ça reste quelque chose qui ne guérira pas. On ne peut pas soigner un trouble du neurodéveloppement. Par contre, on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs provenance, si je peux dire ça comme ça, et une partie est génétique. Donc oui, à la question, est-ce que si mon enfant a des troubles du neurodéveloppement, il est possible que moi j'en ai un aussi? Très certainement. Il n'y a pas un gène concerné, il y a plus de 40 gènes concernés. Et puis, c'est multifactoriel, c'est-à-dire que ça peut être des gènes, puis un environnement, puis des conditions néonatales particulière. Enfin voilà, c'est vraiment multifactoriel. Donc aujourd'hui, la recherche, elle est encore en train d'approfondir ça. Mais moi, je le dis souvent, hein, quand un enfant est neuroatypique, qui de papa ou de maman est potentiellement concerné? Et quand j'ai les deux parents qui sont là, papa se retourne vers maman en disant c'est maman, et maman se retourne vers papa en disant ah ça c'est papa. Donc voilà, il y a toujours un peu de tout. Il faut forcément deux personnes pour faire un bébé. Et donc du coup, il y a dans l'absolu des risques. Et ça peut aussi, et c'est là où il y a toute cette particularité, ça peut aussi venir de grands-parents, en sautant la génération des parents, ça peut venir de cousins, de cousines, donc il y a vraiment cette histoire de génétique qui peut être associée. Présent. En tout cas, oui. C'est attesté que la génétique a un rôle à jouer parmi plein d'autres facteurs. Tout à fait, tout à fait. Et après, la neuroatypie aussi, et c'est pour ça, je crois qu'aujourd'hui, on va parler de troubles du neurodéveloppement, c'est que c'est un peu filou les troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire que papa peut être dyspraxique, maman peut être dyslexique, et le petit il peut être dysphasique, quoi. En fait, on n'est pas forcément. Alors, je pourrais vous donner des spécificités de chaque trouble, mais ça prendrait quand même longtemps et ça peut être un autre sujet. Mais il peut y avoir des troubles différents chez les parents qui donnent des troubles différents chez les enfants. Et puis, plus de 40% des personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement en ont un deuxième, voire un troisième. C'est-à-dire qu'on parle de multi-10. C'est assez fréquent. Il y a aussi beaucoup de fréquences avec le trouble du déficit de l'attention, avec hyperactivité, le TDAH. Plus de 80% des personnes qui ont un TDAH ont un trouble 10 associé. Donc voilà. Et puis après, comme tout, il peut y avoir aussi du TSA qui vient se mêler aux autres troubles. Donc pour ceux qui arriveraient maintenant, troubles du spectre autistique. Et puis très fréquemment aussi, on va retrouver des personnes qui ont un haut potentiel intellectuel avec un trouble du neurodéveloppement. Le haut potentiel intellectuel ne rentre pas dans les troubles du neurodéveloppement, en tout cas pas au sens du DSM-5, qui est le répertoire des troubles et des handicaps. Donc ce HPI ne va pas rentrer dans les troubles. Néanmoins, il va y avoir des effets qu'on va trouver chez les personnes avec un haut potentiel intellectuel, qu'on va aussi retrouver chez les personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement, comme l'hyperfatigabilité, l'hypersensibilité, le fait d'être des éponges à émotions, toutes ces conséquences qu'on va pouvoir trouver chez les HPI, on va aussi pouvoir les retrouver dans le trouble du neurodéveloppement. Ce que je tiens à dire là maintenant, c'est que on parle de troubles du neurodéveloppement, et comme je l'ai évoqué, je ne suis pas une spécialiste du trouble de la déficience intellectuelle, mais quand on parle des autres troubles, comme en l'occurrence particulièrement les troubles 10, il n'y a pas, ou à que de très 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 rares exceptions, de mélange possible entre la déficience intellectuelle et trouble 10. Donc ce n'est pas une question d'intelligence. C'est pareil chez le TSA, dans le trouble du spectre autistique, il y a une petite proportion de personnes avec un trouble du spectre autistique qui vont avoir une déficience intellectuelle, mais il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles du spectre autistique qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Donc il faut vraiment bien comprendre ça. Ce n'est pas une question d'intelligence. Oui, il faut vraiment faire la part des choses entre. C'est une autre manière de fonctionner. C'est une autre manière de fonctionner. Exactement. Alors, j'ai une question d'Alexis qui est plus pratico-pratique, qui nous dit qu'il a été confronté à des difficultés d'encadrement. Alors,
le contexte, c'est le monde du sport, un enfant TSA, justement, qui avait du mal à accepter les conseils, les consignes et certaines actions de ses camarades. Et là, en fait, c'est comment on fait pour gérer ce genre et encadrer ce type de personnes pour que, à la fois, ce soit confortable, si je puis dire le mot confortable, enfin, je ne sais pas quel terme employer, mais en tout cas, que ce soit gérable et pour la personne qui a un TSA, là, en l'occurrence, ou un autre trouble, mais aussi pour les autres qui sont plus neurotypiques. Mm. Mm. Le TSA, c'est le trouble de la relation, hein. Je veux dire, les interactions sociales avec un TSA, c'est complexe. Ce sont des personnes qui vont, alors sans faire de raccourcis et de grands schémas, mais on dit vraiment que le TSA, c'est le trouble de la relation. Donc, ça va être compliqué. C'est des gens qui vont vous dire les choses directement parce qu'ils n'ont pas de filtre, ou très peu, et qui vont avoir du mal à comprendre l'implicite, qui vont avoir du mal à comprendre les non-dits, qui vont avoir du mal à comprendre parfois le sens de l'humour. Et donc, j'ai une collègue avec qui je travaille souvent qui est très spécialiste du TSA, beaucoup plus que nous. Moi, je suis plus spécialisée dans le trouble 10, mais elle dit toujours avoir quelqu'un avec un trouble du spectre autistique dans son environnement professionnel, c'est tout cadeau parce qu'il va être capable de vous dire tout ce qui dysfonctionne. Okay. Donc, c'est génial parce que du coup, tout de suite, on va voir que là où il y a des problématiques, il va vous mettre le doigt dessus en disant, alors là, vous n'êtes pas logique, là, ça, c'est pas cohérent de faire ça comme ça, là, c'est pas bien de faire ça. Il va vous le dire direct. Si vous lui demandez, alors comment tu as trouvé ma présentation, il va dire, ah, bah alors là, tu étais nul, là, tu as cafouillé, là, tu n'as pas dit ce qu'il fallait parce que tu as dit 20%. Moi, on lit donc qu'il y a 20% de TND, et dans la stratégie nationale, il dit c'est une personne sur 6. Et moi, ça ne va pas. C'est une personne sur 5, 20%. Oui, d'accord. Oui, ok, il y a ce ça, truc. Il va vous dire ça, il va vous repérer le truc là qui était. Non, tu as dit 13%, c'est pas 13%, c'est 13,555555%. Oui, d'accord, ok, j'ai fait un. Donc, et là, je schématise beaucoup et plus pour vous faire sourire, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir du mal à respecter une règle qui n'est pas cohérente, qui va avoir du mal à accepter le fait que vous ayez fait passer, alors là, vous parlez du sport, mais j'y connais pas grand-chose dans le monde du sport, mais vous avez pas mis un carton jaune alors qu'il fallait mettre un carton jaune et que c'était pas bien et que vous n'avez pas vu l'erreur, mais que lui, il l'a vu, etc. Et puis, qui va rester focus là-dessus. Donc oui, c'est des gens qui sont pas forcément faciles à manager. Néanmoins, si vous accordez de l'importance et que vous êtes à l'écoute, et que vous expliquez, parce que c'est une fois de plus des gens intelligents, donc si vous expliquez que oui, vous avez bien vu, mais que vous ne pouvez pas tout gérer, que vous avez un groupe, que ça va être compliqué, mais qu'il a raison. Donc le rassurer dans sa compétence et en disant que vous aussi, vous êtes perfectible et que comme lui, peut-être que vous devez aussi faire plus attention à l'avenir, mais que lui, il faut aussi qu'il comprenne que par moment, il y a que ce n'est pas forcément facile non plus de gérer un groupe. Donc, il faut beaucoup de communication et ce n'est pas toujours facile, effectivement, d'avoir dans un groupe de neurotypiques un neuroatypique. Mais ça s'apprend. Nous dit, ça nous pousse à nous perfectionner dans ce que l'on fait. Alors oui, tout à fait. Prenons les choses du bon côté, effectivement. Ça peut complètement nous pousser à nous perfectionner. Quand on parle de communication, imaginons qu'on n'a pas le temps d'expliquer, de prendre à part, parce que dans une équipe de sport collectif, par exemple, il y a plein d'autres enfants ou il y a plein d'autres jeunes et que quel temps accorder, quelle est la proportion de temps à accorder à chacun sans que les autres se sentent forcément laissés pour compte. Comment Ça, c'est une question d'humanité, hein. Enfin, je veux dire, quelque part, tout ce que vous mettrez en place pour des personnes avec des profils neuroatypiques, ça servira aux autres, en fait. Tout ce qui est bon pour les 10, c'est bon pour tous les autres, pour tout ce qui est bon pour... donc, si par exemple, on va prendre le cas de la dyslexie, c'est la difficulté à lire et même potentiellement à retranscrire à l'écrit des consignes, des données.
quand on est dyslexique, du coup, les informations écrites vont être complexes. Donc, si on a une information à faire passer, bah, peut-être qu'on peut l'écrire, mais peut-être qu'on peut mettre des pictos à côté. Et puis, l'idéal, bien sûr, c'est de dire, bah, moi, je vais afficher cette information qui est importante. Donc, je l'ai mis écrit, j'ai mis des pictos. Et puis, je vais aussi l'expliquer. C'est-à-dire que je vais montrer aux personnes concernées, j'ai mis cette affiche, elle retrace les points importants, les consignes importantes ou je sais pas, les démarches à effectuer. Donc, vous voyez bien que numéro 1, c'est ça, numéro 2, c'est 3, etc., etc. D'ailleurs, ceux qui ont envie de m'enregistrer pendant que je le dis, vous pouvez aussi m'enregistrer pour me réécouter par la suite. Et bien là, vous allez avoir de l'écrit, du visuel et de l'audio. Vous allez satisfaire l'ensemble des profils cognitifs, qu'il y ait ou pas une neuroatypie. Et du coup, vous allez servir tous. Et vous allez aussi aider potentiellement les personnes qui ne sont pas francophones. Enfin voilà, donc vous allez avoir du coup un impact bien plus important sur une cible bien plus importante que si vous restez campé sur votre position de dire bah, moi j'ai écrit et ça suffit. Donc c'est vraiment dans cette logique-là, tout ce que vous ferez en tout cas pour adapter votre environnement aux neuroatypiques, ça va servir à tous. Et quand on ne le sait pas, alors n'hésitez pas, hein, parce que moi du coup, voilà, hein, j'enchaîne, me viennent plein de questions, etc. Mais n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. Hein. Quand on ne le sait pas, quand on n'est pas au courant, parce qu'il y a des fois des personnes qui ont un trouble qui viennent. Je vois qu'il y a une personne qui anime des ateliers d'écriture, donc elle est potentiellement concernée aussi. Enfin, c'est au cœur de ces sujets, elle le disait dans la conversation. Si une personne participant, par exemple, à un atelier d'écriture ou, je ne sais pas, à un groupe de travail ou une formation ou une réunion, peu importe, en arrivant dit et annonce, voilà, j'ai ce trouble-là, bah, ça permet de mettre en place ces choses-là quand on a un petit peu la connaissance du sujet, d'essayer de globaliser. Et quand on ne le sait pas. Alors déjà, c'est très rare que quelqu'un arrive à une réunion en disant, alors voilà, moi, je suis 10, voilà, et j'ai besoin de ça et ça et ça, parce que ça serait un monde idéal. Néanmoins, pas tout le monde n'est prêt à l'entendre. Donc, parce que parfois, on peut, et moi, je travaille beaucoup avec des centres de formation apprentissage où il y a des jeunes qui disent, ben, moi, je lui ai dit, mais en fait, il a dit qu'il s'en foutait. Donc voilà, il y a effectivement ce revers-là de la médaille. Alors, tous ceux qui sont ici, j'imagine que vous ne faites pas ça parce que vous êtes bien conscients et sinon vous assisteriez peut-être pas à ce webinaire. Donc, c'est rare les gens qui vont le dire. Ils ne vont pas le dire parce que déjà, c'est la honte. C'est encore la honte. Moi, aujourd'hui, je vous le dis, je suis dyslexique dysorthographique, donc dans mes écrits, il y a des fautes d'orthographe. Mais oui, je me fais rembarrer parfois parce que j'ai fait une faute et on me dit, bah, avant de oser écrire des choses, peut-être vous devriez apprendre à écrire. Alors, merci beaucoup, j'ai appris à écrire, je sais écrire, j'ai fait des études supérieures, mais effectivement, je ne fais pas exprès, sinon je ne le ferais pas en fait. Donc, c'est beaucoup d'humanité et pour répondre à ta question de quand on ne sait pas, ben, en fait, on se sensibilise parce que l'idée de se sensibiliser, c'est de se dire, ben, je vais finalement mettre une paire de lunettes d'humanité dans mes actions. Donc, je vais réfléchir, par exemple, je vais prendre un sujet qui n'est pas le nôtre, mais qui est assez parlant. J'ai entendu des gens qui organisaient des salons sur le handicap et ils avaient tout un domaine spécialisé sur les personnes aveugles. Donc, c'était génial. Et ils ont parlé de leur salon, ils ont dit, ben voilà, on avait vraiment tout fait pour les personnes aveugles, on avait mis des choses au sol, ils pouvaient suivre, etc. etc. Et puis, ben, en fait, on a réalisé qu'on avait complètement zappé qu'on n'avait pas mis de gamelle d'eau pour les chiens des aveugles dans notre salon. Ben, c'est ça un peu, c'est un peu de se dire, ben, moi, je veux faire quelque chose pour l'autre. Comment est-ce que je vais adapter mon environnement pour que l'autre, quel qu'il soit, finalement, soit bien chez moi? Une entreprise qui pourrait être accueillante, sans même savoir si elle va avoir des personnes neuroatypiques ou pas, parce qu'une fois de plus, hein, les adultes diagnostiqués, il y en a très peu. Et puis, on n'en parle pas toujours. En tout cas, moi, fut un temps, aujourd'hui, je pense que je le dirai, j'ai de l'eau à couler sous les ponts et puis surtout, c'est vraiment mon sujet maintenant. Mais mes premières années professionnelles, j'ai jamais dit
que j'étais dyslexique, dysorthographique, parce que j'avais peur de ne pas être embauchée, en fait, tout simplement. Et puis, parce que j'avais peur voilà, qu'on se moque de moi. Mais quand on est, je dirais aujourd'hui en tout cas, quand on accueille des gens, ben, si je dois donner quelque chose à lire, je vais déjà proposer qu'il y ait un petit picto, par exemple un petit QR code pour que la personne puisse flasher et écouter éventuellement le document que je suis en train de lui donner à lire. Ça serait très cohérent. Dans les administrations, on vous donne des consignes à lire en disant avant de rentrer, il faut lire et signer. Ben, idéalement parlant, j'aurais un petit picto en bas avec un QR code et on pourrait dire à la personne, il faut écouter et signer, si vous êtes d'accord. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être donc du coup de se dire, ben voilà, j'ai cette possibilité d'avoir ce double langage, j'ai la possibilité d'illustrer ce que je dis. J'ai par exemple la possibilité de dire, ben moi j'envoie beaucoup de mails à tous mes collaborateurs parce que je veux que tout le monde soit au courant, mais peut-être que je peux mettre une petite couleur spécifique pour dire c'est juste un mail d'info. Si vous n'avez pas envie de le lire, en fait, c'est pas forcément primordial parce que quand on est dyslexique, on va recevoir des mails et ben on va s'attacher à tout lire parce qu'on a tellement peur de ne pas avoir l'information importante. Donc, si ça ne nous concerne pas, ben, un petit code couleur en disant c'est juste pour info pour qu'on voit que je t'ai dit, mais je te l'ai dit verbalement. Ça peut être de faire des vocaux, ça peut être de mettre dans son entreprise une signalétique au sol qui va illustrer où sont les toilettes et où sont les salles de pause et où est la sortie, par exemple, avec des dessins au sol ou des dessins au mur, parce que quelqu'un qui est dyspraxique, c'est quelqu'un qui peut se perdre, un peu comme les escaliers de Harry Potter, là, qui bougent tout le temps d'endroit. Ben, pour eux, c'est un peu ça au quotidien. Et parfois, il y a zéro sens de l'orientation. En fait, il y a zéro mémoire d'orientation. Donc, ils vont à chaque fois redécouvrir les locaux comme si, alors ça c'est une extrême bien entendu, hein, et puis c'est encore des exemples, mais comme si c'était la première fois qu'ils venaient. Donc, la première semaine, vous demandez où sont les toilettes, ça va. Vous demandez à votre collègue, vous demandez à une autre collègue, vous allez dans un autre bureau en disant, oh, excusez-moi, je suis nouvelle, vous savez où sont les toilettes. Mais au bout d'une semaine ou 15 jours que vous êtes dans l'entreprise, les gens vous connaissent. Et si vous continuez à demander où sont les toilettes, ça devient la honte. Et bien, il y a des gens qui ont démissionné pour ça. Alors que si ça avait été affiché dans les couloirs, ben, elle n'aurait pas eu à demander, elle ne se serait pas perdue, elle aurait peut-être gardé son poste parce que les compétences étaient là. Donc, quelque part, c'est vraiment des troubles qui parfois peuvent devenir tellement envahissants dans votre quotidien que vous finissez par arrêter, alors que vous avez les compétences intellectuelles pour le faire. Donc, l'environnement, il se crée et je pense que le fait d'avoir des entreprises qui sont sensibilisées, ça permet de devancer et de dire, ben, nous, on se dit accueillant, et ben, soyons-le vraiment. Qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui ne comprennent pas? Qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui n'entendent pas très bien? Qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui ne voient pas très bien? Ou alors, on est une entreprise, on veut se préoccuper de rien de tout ça. À ce moment-là, tout le monde laisse ses lunettes à l'entrée parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens plus favorisés que d'autres, finalement, en fait. Il n'existe pas de lunettes pour les troubles neuroatypiques, pour les troubles du neurodéveloppement. Mais je veux dire, si on voulait... Enfin, du coup, c'est d'ouvrir les écoutilles et d'ouvrir la réflexion, qui peut être une réflexion globale d'entreprise, hein, sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place, nous, pour être accueillants. Donc, en fait, ça demande de repenser finalement tout notre fonctionnement, par exemple, au sein des entreprises, et d'élargir finalement le spectre et de multiplier les canaux. En fait, ce serait ça, oui, la multiplication des canaux. Ça serait de multiplier les canaux. En fait l'idéal, c'est de dire, déjà, on se sensibilise pour comprendre. Donc, on va faire un temps de sensibilisation pour bien comprendre, bien cerner. Et puis après, moi, je suis toujours très... j'évoque toujours la théorie des petits pas en disant, c'est quoi le plus petit pas possible finalement? On ne va pas tout révolutionner du jour au lendemain, mais comment je peux devenir plus accueillante? Peut-être je vais multiplier les canaux, peut-être que je vais m'intéresser à l'autre. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu veux que je répète cette consigne? Ou au lieu de dire, lui, il comprend vraiment rien, quoi. Ça fait 18 fois que je lui dis, il comprend rien. Oui, il y a des gens qui ne comprennent pas.
Alors, est-ce qu'il ne comprend pas parce que vous avez mal expliqué? Bon, généralement, c'est très rare les personnes qui disent il ne comprend pas parce que je suis une brève, j'explique mal. En général, c'est plutôt l'autre qui ne comprend pas. Nous, on explique vraiment très bien. Donc, du coup, c'est peut-être s'interroger sur notre manière d'expliquer. Peut-être que c'est de se dire, ben, peut-être que j'arrive pas très bien à expliquer, on peut essayer avec quelqu'un d'autre. Ben, Audrey, est-ce que toi, tu peux expliquer? Peut-être qu'il comprendra mieux. Ou il oublie. Alors, peut-être qu'il n'a pas de mémoire. Ok. Peut-être que ce que je dis, ça n'a pas de sens et aucun intérêt, auquel cas il oublie. Comme par exemple de descendre les poubelles. Il y a beaucoup de gens qui oublient de descendre les poubelles. Ça n'a pas de sens, c'est pas d'intérêt. Peut-être qu'il a un trouble du déficit de l'attention. Et dans ces cas-là, ben, je constate qu'il oublie régulièrement ou qu'il n'arrive pas à suivre les étapes, pourtant elles sont écrites. Donc peut-être qu'il a un trouble du déficit de l'attention. Donc l'idée, ça serait de dire, ben, est-ce qu'il peut cocher les étapes qu'il a faites? Est-ce qu'il peut avoir sa feuille à lui pour cocher? Est-ce que je peux peut-être lui donner les étapes une par une? Tu fais ça et après on voit pour la suite. Peut-être ça, c'est pas possible, j'en sais rien, mais moi, je donne des choses qui sont des suggestions. Peut-être aussi qu'il peut lui enregistrer les étapes pour les écouter en disant, bon, celle-là, j'ai faite, je l'écoute la suivante. Et j'ai mes étapes 1, 2, 3, 4, 5, et puis je vais réécouter les étapes au fur et à mesure. En fait, il y a plein de solutions. Et l'idée, c'est aussi peut-être de dire, bah, moi, je t'ai donné les étapes, je vais te les montrer, et peut-être tu peux les refaire pour moi. Et une fois qu'un geste est acquis, eh ben, en général, la personne, si elle a la mémoire des gestes, eh ben, le fait de lui faire faire, ça va lui permettre d'emmagasiner les étapes et elle n'aura pas besoin de se les rappeler. Parce que je vous rappelle, c'est des gens intelligents. Donc peut-être que sa mémoire lui fait défaut parce qu'elle a un trouble du déficit de l'attention et donc elle va oublier des choses, mais son corps, peut-être que lui, il est capable de se souvenir de l'ordre des choses. Donc c'est aussi aller chercher ça. Ok. Et du coup, ça me fait penser à une personne qui a évoqué qu'elle avait 2 amis proches, adultes, qui ont été diagnostiqués TDAH. Et donc, chercher à mieux comprendre leur fonctionnement pour s'adapter un maximum, ça peut faire partie ça peut faire partie de ces choses-là, en fait, ce que tu évoquais, Ben oui, de ouais, cocher des en cases. fait, c'est hyper important de comprendre. Moi, je sais bien de quoi je parle parce que j'ai un fils TDAH qui a été diagnostiqué à 22 ans, donc tardivement, vraiment tardivement, alors qu'il avait des troubles 10 déjà diagnostiqués depuis l'enfance, hein. Mais le TDAH, c'est venu assez tard, et c'est venu assez tard parce qu'à un moment donné, on s'est dit non, mais ou il comprend rien, ou il veut vraiment pas, ou il y a autre chose. Et donc, effectivement, ce autre chose est bien là. Euh, et tant bien même, et là, on est tous des êtres humains, donc tant bien même qu'on sait, bon, il y a des moments où sa capacité, alors en plus, c'est un ado, hein, à 23 ans, on reste encore ado quand même, jusqu'à au moins 26 ans, voire parfois on reste ado un peu toute sa vie. Il a vraiment des choses qui pour lui n'ont pas de sens, et donc il les fait pas, quoi. Et parce que ça n'a pas de sens, donc c'est comment on va accompagner la personne à comprendre le sens, et tout simplement peut-être en évoquant aussi la difficulté que c'est pour soi que de vivre cette situation en disant bah, je vois bien que ça c'est difficile pour toi, mais moi c'est difficile de vivre le revers de ta médaille quelque part, enfin le fait que tu oublies tout. Donc comment est-ce que je peux t'accompagner sans que ça soit pesant pour moi tout en étant efficace pour toi? Et comment on va pouvoir mettre ça? C'est beaucoup de dialogue, hein, c'est beaucoup d'échanges et c'est de la construction euh, pour qu'il y ait des outils qui se mettent en place. Sur le TDAH, il y a un truc qui est très rigolo, une vidéo, il faudrait que je la retrouve et que je vous la fasse passer, mais d'un monsieur qui s'est fait, donc il y a un homme adulte, qui se fait une liste des choses à penser, donc et le matin, il met son portefeuille dans sa main, il prend ses clés de voiture, voilà, donc il a même un petit plan où il a mis une punaise pour savoir où est garée sa voiture, parce qu'il oublie où est garée sa voiture, donc tout ça, c'est tout bon. Et vous le voyez qui coche sa liste le matin, donc il prend tout, son téléphone, son truc, il ferme la porte et là, la caméra s'éloigne de lui. Il a sa veste, sa cravate, sa chemise, mais il n'a pas de pantalon. Bon, bah voilà. Il n'avait pas mis sur sa liste qu'il fallait mettre un pantalon et il part sans pantalon. Mais c'est des extrêmes, bien entendu. Mais parfois, très souvent, avec un TDAH,
on a des gens qui disent non, mais en fait, il le fait exprès. Mais c'est ça la difficulté des troubles, c'est que non, ils ne le font pas exprès. En fait, c'est vraiment cette nuance entre et la nuance, elle est très fragile, hein. Souvent, on me dit, mais à quel moment on voit que c'est un vrai trouble et le moment où c'est du je m'en foutisme. À l'adolescence, c'est compliqué de faire la différence entre le vrai trouble et le je m'en foutisme. Quand, néanmoins, il y a eu un diagnostic de posé, il n'y a pas de doute à avoir. C'est un vrai trouble. Ils ne font pas exprès. Euh, le dyslexique, il ne fait pas exprès de ne pas pouvoir lire le dysgraphique, qui a des difficultés dans la motricité fine. Il ne fait pas exprès d'avoir une écriture de cochon juste pour pas que vous arriviez à lire ce qu'il a écrit ou pour pas pouvoir relire ses cours. Il ne le fait pas exprès. Alors, tu évoquais la difficulté aussi d'être confronté à ça, notamment au travers de ton fils, où il oubliait tout. Après tout, on est aussi des êtres humains et on a nos propres limites. Alors, comment? Parce que s'adapter, bien sûr, je pense qu'on a tous la volonté de le faire quand on est sensibilisé à ces sujets, mais on a nous-mêmes nos propres limites, notre propre fatigue, nos propres problème aussi. Ouais. Et du coup, comment on trouve le bon équilibre d'accompagner, mais en se respectant et en se préservant aussi par rapport à ça. Parce que Ouais. j'imagine, alors moi j'ai la chance de ne pas avoir d'enfants, donc je ne suis pas confrontée à des enfants potentiellement ayant des troubles, mais j'imagine les personnes ayant des enfants avec ces troubles-là, en fait, qu'il y a des moments, ça doit être usant au possible, quoi. Oui, Sachant que d'autant c'est plus. une nouvelle question d'Alexis. Donc, on répond rapidement à cette question, et puis Alexis, je poserai ta question. Attends, du coup, je reviens parce que je te rappelle que je suis Ouais, neuroatypique, donc je vais zapper ce que tu es en train de dire et perdre mon fil. pardon. D'autant plus que, non, non, mais d'autant plus que, on revient sur ça, mais on l'a évoqué en début de webinaire, d'autant plus que si ton enfant est neuroatypique, il y a des chances que toi aussi tu le sois. Donc, du coup, comment tu vas gérer la neuroatypie de ton ado et de ton boulot et des exigences et de machin, voilà. Et bien tout ça, c'est en te connaissant bien, et ça va faire un lien avec la question d'Alexis sur la médicamentation. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Parce que donc la question c'est quelle alternative au traitement médicamenteux pour gérer des troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Et ben, alors moi, une fois de plus, je ne suis pas médecin et jamais je ne dirais à quelqu'un de s'auto-médicamenter. C'est vraiment des neuropsychologues et des médecins qui doivent prescrire des médicaments. Si les neuropsychologues prescrivent et que ça améliore l'état de l'individu, il faut les prendre. C'est qu'il y a des vrais besoins, hein. C'est comme quelqu'un qui fait une dépression grave, ne pas prendre de médicaments. La béquille qui est proposée, ben, ça serait quand même peut-être dangereux, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il y a aussi des alternatives. Et pour moi, c'est pas ou, c'est et. C'est-à-dire que le et pour le trouble du déficit de l'attention, c'est déjà de prendre conscience de ses difficultés, de prendre conscience d'un fonctionnement qui n'est pas le même que les autres. C'est de prendre conscience, du coup, de ce que ça va poser comme problème aux autres et ce que ça va nous poser un problème à nous, en fait. Donc, l'un dans l'autre. C'est apprendre à se respecter. Et pour apprendre à se respecter, c'est apprendre à connaître ses besoins, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. En France, en tout cas, on n'est pas un pays où on va nous apprendre à reconnaître nos besoins. J'ai besoin de temps calme. J'ai besoin de pouvoir respirer. Là, je vous parle, je suis dans un petit bureau qui doit faire 2 mètres sur 1. Je suis en train de devenir claustro au possible, mais je vais tenir encore le temps nécessaire. Mais c'est ça, c'est aussi de percevoir ses besoins et de se dire, ben, cet environnement-là, il n'est pas fait pour moi, mais en même temps, je sais que ça va durer qu'une heure. C'est OK, je vais respirer, je vais me recentrer, je vais boire un coup et je vais tenir. Donc, c'est aussi d'apprendre ça, en fait, d'apprendre à écouter son corps, cette magnifique machine qui est là pour nous dire, hein, je veux dire, vous avez tout d'un coup un grand coup de fatigue, vous avez tout d'un coup froid, vous avez tout d'un coup chaud, la tête qui tourne, le regard qui se brouille, ben, tout ça, ça vient vous dire des choses sur vous, sur vos émotions, sur votre ressenti, comment on va écouter ça.
pour ne pas aller au-delà de ses limites. Et donc ça s'apprend soit en lisant beaucoup, soit en allant voir des sophrologues, des gens qui vont vous apprendre à mieux appréhender vos besoins, soit aller voir un psy, soit faire du yoga, de la méditation. Tout ça, c'est des choses qui vont vous apprendre à vous recentrer sur vous et qui vont vous être des outils assez chers d'ailleurs pour vous ressourcer. Mais ça peut être aussi, on parlait de troubles de l'hyperactivité ou de déficit d'attention, mais ça marche aussi pour les TSA, par exemple, avoir des casques anti-bruit, parce que vous savez que le bruit, ça va être anxiogène pour vous. C'est repérer ce qui peut être anxiogène. J'ai évoqué en début de webinaire le fait que souvent les personnes avec des TND sont hypersensibles, mais hypersensibles, du coup, c'est vaste. Alors, tous les personnes avec TND ne sont pas hypersensibles à tout, mais on peut être hypersensible au bruit, à la lumière, aux odeurs, à l'énergie que dégage l'autre, à, à l'énergie que dégage un lieu. On peut être hypersensible à... oui, enfin, donc c'est très vaste. Donc, c'est après de prendre conscience, de dire pourquoi je ne suis pas bien ici. Je ne suis pas bien parce que déjà, il n'y a pas de fenêtre, je ne vois pas dehors, c'est tout petit, il y a une lumière hyper agressive au-dessus de ma tête, ma voix résonne. Donc là, moi, neuroatypique, cet environnement-là, il y a tout faux, quoi. Et mais du coup, je sais le prendre en considération, je sais pourquoi je suis là aussi. Et du coup, je sais que ça va s'arrêter et derrière, je vais me ressourcer, je vais aller prendre un verre d'eau, je vais aller marcher 5 minutes dehors et ça ira mieux après. Je ne vais certainement pas enchaîner, bien que j'ai une journée bien complète derrière, puisque j'accompagne des chercheurs, mais j'aurai le temps de faire ça. Et c'est Prendre ce ça temps-là. aussi. C'est savoir reconnaître ses besoins pour pas se mettre dans le rouge. Et pour compléter la question d'Alexis sur des alternatives au traitement médicamenteux, notamment quand il s'agit d'un enfant ou quand on n'est pas concerné soi-même, tu disais bien se connaître. Est-ce que quelqu'un de plus jeune peut avoir conscience de ça et peut être capable de verbaliser ses besoins pour que l'accompagnant, que ce soit un parent, un collègue, un ami, enfin, on va globaliser les choses, ça puisse, on puisse aider à cet accompagnement justement. Mais si la personne ne verbalise pas et on peut pas deviner. Ça s'apprend. J'ai Ça Émilie là s'apprend. ouais, Émilie qui disait qu'elle essaye de mettre en place des choses, des astuces, pas de sucre après 16 heures, éviter les écrans, des rituels, des listes, éviter aussi des phrases qui peuvent être très, très culpabilisantes, tu fais exprès ou fais un effort. Donc, elle rajoutait que ça ne fonctionne pas toujours. J'imagine qu'à chacun de trouver ses propres astuces et qu'il n'y a pas une recette Oui, miracle pour tout le ouais. monde. Et puis moi, je dirais que c'est pas aussi que à celui qui est neuroatypique de faire effort, d'entendre ses besoins, etc. En fait, nous, en tant que parents, déjà, on devrait être modélisants. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de prendre en compte ses besoins si nous-mêmes, on ne sait pas prendre en compte nos propres besoins. Donc, c'est aussi de verbaliser, et ça va être du mimétisme, hein, d'expliquer à un ado, j'entends ton besoin de ça maintenant tout de suite, mais moi, j'ai aussi... mon besoin là et du coup il faut que je me respecte aussi dans ma fatigue ou dans tout ce que je veux. Émilie, elle évoque un truc qui est hyper intéressant, effectivement, c'est l'alimentation. Ça joue un rôle majeur dans les troubles du neurodéveloppement et plus particulièrement dans le TDAH. Le sucre, c'est une addiction, c'est une bombe atomique. C'est hyper mauvais pour la santé et ça ne fait pas du tout bon ménage avec le TDAH, mais pas du tout. Donc, du coup, effectivement, limiter le sucre après 16 heures, mais limiter le sucre tout court. C'est-à-dire, si on peut le matin ne pas donner un bol de céréales Kellogg's truffé de sucre, parce que le sucre, c'est pas que le carreau de sucre que vous mettez dans votre café, hein. C'est le Coca-Cola à gogo qui est en libre accès absolument partout. C'est toutes les boissons sucrées, donc l'eau, c'est juste parfait en fait. Il n'y a pas besoin de rien de plus que de l'eau. En tout cas, notre organisme n'a pas forcément. Une petite bière de temps en temps, allez, pour ceux qui. Mais, Pour,
De temps en temps, Voilà, quand pour même. trinquer avec les copains. Mais pas avant 18 ans, je le rappelle. Non, mais je veux dire, l'eau, effectivement, les gâteaux à 4 heures, bah non, plutôt du fromage, plutôt quelque chose qui va euh, éviter les sucreries à gogo, parce que effectivement, c'est vraiment aujourd'hui, alors là, par contre, confirmé par les neurosciences, ça fait pas du tout bon ménage. Et puis après, bah oui, tu le fais exprès, plutôt tourné de je sais bien que tu ne le fais pas exprès, mais là, aujourd'hui, je suis tellement fatiguée que moi, j'ai atteint mes limites. Donc, je vois bien que tu ne fais pas exprès, je vois bien que c'est difficile pour toi. Je constate que tu as fait des efforts. On est vraiment dans ce changement de paradigme où on n'a pas du tout l'habitude en France de faire ça. En plus, c'est de remarquer l'effort, de féliciter l'effort. Euh, il s'est brossé les dents. Bah, en fait, c'est génial qu'il se soit brossé les dents. Donc, constatez-le, remarquez-le, dites-le. Le collègue qui éteint la lumière en sortant du bureau, c'est pas ah bah enfin il a compris qu'il y avait un interrupteur. C'est ah bah non mais du coup super, merci d'avoir éteint hier. Vraiment voilà parce que ça c'est des trucs cons hein. Mais quand on a un trouble du déficit de l'attention, effectivement on rentre dans une pièce, on allume parce qu'on voit pas clair. Mais quand on sort d'une pièce, dehors de l'autre côté de la pièce, si c'est allumé, on ne pense pas forcément à éteindre derrière nous. Mais c'est pas qu'on ne veut pas éteindre, c'est pas qu'on ne veut pas éteindre. On n'y pense pas. C'est que on est déjà ailleurs, quoi. On est déjà dans la voiture, quoi. Ben oui, on est déjà dans la journée, on est déjà au webinaire avec vous, on est déjà en train de faire autre chose. Et se retourner, c'est pas toujours facile. En fait, c'est pas toujours. Ouais, c'est pas toujours facile. Donc, en fait, il y a vraiment ce côté de je constate que, je sais, je suis conscient, mais moi aussi, j'ai mes limites. Et en fait, Mais c'est oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogue et de verbalisation. Karen nous... Ce qui n'est pas toujours facile avec des ados. Oui, Parce que aussi, en l'ado, plus. ce n'est pas forcément la période la plus facile. Alors, je parle beaucoup d'ados parce que nous, on a accompagné des ados. D'ailleurs, tu évoquais ce fait-là, hein, c'est que effectivement, ça s'apprend tout ça. On ne devient pas conscient de nos besoins du jour au lendemain parce que quelqu'un nous a dit, bon, bah, il faudra que tu commences à prendre soin de tes besoins, Audrey. Hein. Le truc tellement Donc, à facile. partir de demain, je voudrais que tu sois conscient de tes besoins. Ben non, ça s'apprend. Et puis, c'est aussi en dialoguant avec les autres, en fait, qu'on réalise que c'est des besoins. Tout à fait. Karen reparlait, donc te remercier hein, pour ces explications, notamment sur le TDAH, et constater que ses amis se mettaient énormément de pression pour ne rien laisser paraître. Je fais le lien avec l'histoire du dialogue, justement. C'est finalement d'apprendre à se connaître les uns les autres et peut-être à se déculpabiliser aussi. En tant que neurotypique ou personne côtoyant des personnes diagnostiquées de dire j'ai le droit aussi d'avoir des limites, j'ai le droit d'être fatiguée et je veux bien m'adapter, mais en fait, je ne peux pas à 800% en permanence. Et que l'autre déculpabilise d'avoir des difficultés. Et voilà, c'est un peu. Donc, peut-être que ces amis à Karen pourraient arriver grâce à Karen et ce dialogue, finalement, et cette dédramatisation des choses, finalement, de s'enlever un peu cette pression-là. Après, on est tous le bizarre de quelqu'un d'autre, déjà de base. Oui, typique ou pas typique. Non, mais je veux dire, il y a des choses qui sont plus faciles pour moi que pour toi. Il y a des choses que je vais savoir faire que tu ne vas pas savoir faire, etc., etc. Donc, c'est que en dialoguant avec les autres qu'on réalise que, eh ben non, arriver à l'heure, c'est pas donné à tout le monde, en fait. Il y a des gens pour qui c'est hyper difficile de faire ça. Il y a des gens pour qui mémoriser un numéro de téléphone, c'est impossible. Il y a des gens pour qui transférer de l'eau d'une carafe d'une bouteille à un verre, c'est compliqué. Il y a donc, du coup, c'est en verbalisant les choses qu'on se rend compte que déjà, il y en a d'autres pour qui c'est aussi difficile. Et puis, il y en a d'autres pour qui c'est pas ça, mais c'est autre chose. Donc, je crois que ça rend juste la relation plus humaine, déjà, de savoir exprimer. Alors, on ne peut pas demander à quelqu'un d'exprimer si nous, on n'est pas capable de le faire. C'est toujours du mimétisme. Donc, on va commencer par nous. C'est la contagion. Bah oui, c'est la contagion de ça. Et nous, c'est pour ça qu'on accompagne aussi, tu vois, parfois en entreprise, des équipes que j'ai appelées neurodivergentes, des équipes dans lesquelles il y a des neuroatypiques et des pas neuroatypiques, et que quand il y a des petits problèmes de communication, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne traduire, donner le mode d'emploi de comment on va fonctionner ensemble et comment on va réussir dans ce monde particulier à communiquer et à travailler ensemble. Parce que oui, tu as raison, c'est pas que aux neurotypiques de s'adapter.
c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est un partage. Moi, je fais des fautes d'orthographe, ben, c'est chouette parce que j'ai une collègue, elle n'est pas dyslexique et dysorthographique, et donc elle peut corriger mes écrits. Et puis moi, je peux faire autre chose pour elle pendant ce temps-là parce que ben, du coup, je peux la soulager parce que, je sais pas, je suis hyper douée en graphisme et maintenant je suis dans le noir. Bon, c'est bien aussi. Ah ben écoute, ça va peut-être m'arranger. Finalement, merci à l'univers de m'avoir éteint la lumière. Du coup, oui, c'est de se dire, ben, peut-être que moi je suis très douée en graphisme et pendant qu'elle relit mon truc, moi je peux peut-être illustrer autre chose. Et puis ben voilà, c'est juste du partage de compétences et plutôt que de me mettre dans le rouge, je vais écouter mes besoins. Souvent, moi je le préconise beaucoup en entreprise, il y a très peu d'entreprises qui font ça, mais créer des lieux de repos. Proposez à vos salariés des salles de sieste. Vous savez, la salle où on peut peut-être manger sans bruit. La salle où on ne va pas être à côté de quelqu'un qui va vous dévider. Alors, un petit rappel, nous sommes des éponges à émotions. Donc, quelqu'un assis à côté de quelqu'un qui va râler sur tel ou tel élève, tel ou tel collègue, tel ou tel machin, et qui va ressasser ça pendant tout le repas pour raconter sa vie, ben, si vous êtes neuroatypique à côté, vous allez juste ressentir qu'à un moment donné, c'est too much. Donc, proposez dans une entreprise un lieu calme, qui n'est pas forcément votre bureau, où vous allez pouvoir manger tranquillement, et un lieu où vous allez pouvoir peut-être vous mettre en position 145 pour fermer les yeux 20 minutes, 145 degrés, semi-allongé, ne serait-ce que pour pouvoir fermer les yeux 10 minutes, ça ne doit pas être réservé qu'au PDG. Tout le monde devrait avoir le droit d'avoir un lieu où on peut se mettre pour fermer les yeux. Alors, des gens qui ont trouvé génial, ils se mettent dans leur voiture. Alors, en plein cagnard, c'est compliqué. En plein hiver, c'est compliqué. Bon. Donc, il n'y a qu'à l'automne et au printemps que c'est plutôt agréable d'aller se mettre dans sa voiture. Et encore, hein. Mais voilà. Et encore, faut-il avoir une voiture. Donc c'est aussi ça. Comment est-ce que je peux ouvrir ces espaces-là? Parfois, c'est pas grand-chose, hein. Ça peut être un endroit qui ne sert pas beaucoup avec 2 transats, hein. C'est pas des investissements de ouf, hein. Petit pas par petit pas. La théorie des petits pas. Ouais. Tout à fait. Alors, Laetitia a évoqué qu'il y avait beaucoup d'associations riches de ressources qui permettent d'échanger. Ouais. Donc, elle cite notamment Hyper Super, AP10, par exemple, pour accompagner en tant que parent. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas ces associations, effectivement, il y a de plus en plus, je crois, hein, de groupes de parole, d'associations, etc., qui accompagnent justement sur des sujets qu'on ne connaît pas très bien, qui sont extrêmement complexes, Ouais, tout à fait. qui peuvent aider à gérer, quoi. Parce que on les aime, nos enfants. C'est des ressources. Des fois... Et puis, je rappelle, s'il y a un enfant, c'est-à-dire qu'on est aidant. Alors, soit on est aidant pas concerné, soit on est aidant concerné, ou soit on est aidant qu'on ne pense pas concerné, mais que finalement, peut-être, on serait quand même largement bien concerné. Donc, voilà. Il y a plein de solutions. En tout cas, sur Central CNU, la pépinière des talents, on est là. On n'est pas très loin de vous. On pourrait imaginer avoir avec Central, si on peut faire peut-être un café des aidants, un café des neuroatypiques une fois par mois pour se retrouver entre nous et ça pourrait être aussi une solution. On intervient en entreprise sur demande, soit avec des ateliers de sensibilisation, soit d'accompagnement d'équipe. Ça peut être de la formation aussi, je le rappelle. On fait par exemple des formations, d'ailleurs on en fait une en septembre pour les praticiens de l'accompagnement, donc tous les gens qui gravitent autour de l'accompagnement de personnes, ça peut être des agences d'intérim, ça peut être des RH, ça peut être quelqu'un qui est à son compte, qui fait je sais pas moi, des bilans de compétences et qui veut en savoir plus sur les neuroatypiques. Ben, c'est pour eux qu'on crée cet atelier, cette journée de formation qui va permettre de mieux comprendre ces profils qu'on peut être amené à côtoyer du coup et à accompagner. Et on n'accompagne pas un neuroatypique de la même manière qu'on accompagne quelqu'un qui n'est pas neuroatypique. Donc voilà. Alors, il reste 3 minutes dans ce webinaire. Je vous remercie, je vous remercie tous. Avant de conclure, moi, j'avais envie de vous proposer, alors je pense que je le ferai peut-être cet après-midi ou demain, mais un petit questionnaire en mode un petit peu sondage pour savoir si justement des temps d'échange, des temps de rencontre pourraient vous intéresser et si on se collait au projet de proposer
justement, ce que tu as évoqué, des petits temps d'échange pour voir, alors que ce soit sur des aspects plus perso ou des aspects plus professionnels, comment dans l'entreprise on peut aussi euh, bah, ouais, s'adapter, mettre en place des choses pour que finalement, on parle beaucoup d'inclusion. C'est un grand mot, mais finalement, ça devient très concret quand on parle notamment de ces sujets-là. Donc, voilà, si vous souhaitez répondre à ce petit questionnaire pour que, si on a, nous, la possibilité de mettre en place des choses pour vous aider et pour faire ce sujet se démocratiser, c'était un peu bizarre comme phrase, mais voilà, pour faire en sorte que ça se démocratise et que on ait plus de connaissances et qu'on puisse plus facilement agir et pour soi-même aussi, eh bien, écoutez, ce serait avec grand plaisir. Et je crois, Marine, que tu souhaites te tenir à disposition sur une ou deux séances, peut-être en Oui, 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 septembre, je peux pour tout les à gens fait qui faire auraient ça. des questions. Imaginez deux temps de déjeuner où je peux être dispo, soit en présentiel, soit en visio. Je vous rappelle qu'on est une association, donc vous pouvez aussi adhérer à l'association. Alors, on ne vient pas remplacer les associations spécifiques qui ont été mentionnées au-dessus, hein. Je pense que c'est important quand il y a un trouble particulier de vous rapprocher de l'association de parents qui existe. Elles sont super efficaces. Par contre, nous, on travaille beaucoup sur l'orientation et sur l'accompagnement des adultes, hein. On est très spécialisé adultes. Parce qu'il y a aussi d'autres sujets qui préoccupent plus les adultes. Donc voilà, mais en tout cas, on est présent. Les infos sont sur notre site internet que tu pourras mettre dans le questionnaire s'il y a besoin. Et en tout cas, merci à tous de votre présence. C'est vrai que ça a été j'ai lu ça là tout de suite, un oui binaire. Oui, effectivement, on a été très dans une communication à deux, mais c'était aussi l'objectif de ce webinaire. Et puis après, les temps d'échange, ça pourrait être aussi plus quelque chose de participatif. Donc, euh, dans la joie de vous rencontrer, soit en présentiel, soit autrement, en tout cas de donner une suite à ce temps-là, si vous le souhaitez, parce que c'est presque vous qui allez finalement le Décider. dire, et puis de garder l'idée qu'effectivement, on est tous, je crois qu'on est tous concernés. Donc, Tout c'est à ça qui fait. est important, en tout cas pour nous à la Pépinière des Talents, c'est de dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas prendre en considération 20% de la population. Alors, merci Emmanuel pour cette belle conclusion, 10 sur 10 pour la note à ce webinaire avec un beau Y. J'aime beaucoup, merci. Merci. Et pour le lien du replay, alors je vous enverrai à toutes les personnes qui s'étaient inscrites et qui ont participé le lien directement et puis il sera en ligne sur le site internet de Centralp et sur notre chaîne YouTube pour que il soit revu à loisir ou transmis à des personnes qui n'auraient pas pu être là et qui auraient souhaité assister à ce temps d'échange. Merci à tous. Merci Merci Sarah, à merci vous. Marine. Je vous souhaite un bel après-midi et puis à bientôt avec grand plaisir pour d'autres sujets ou d'autres occasions. Super. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Merci. Merci, bonne journée. Merci. Ça s'enlève petit à petit. Au revoir. Merci. C'est bon. Plus que toi et moi, c'est ça? C'est toujours là, Audrey?